Bonjour à vous, je suis Maître Sodium. Avec cette vidéo, je souhaitais vous parler de la saga Hellraiser. Mais avant de nous jeter à corps perdu dans le premier roman ainsi que sur l'adaptation, penchons-nous d'abord sur son créateur, le bien nommé Clive Barker. Né à Liverpool en 1952, Barker a commencé sa carrière en tant que dramaturge dans les années 70, avant de cofonder avec d'anciens camarades d'école en 77, une troupe de théâtre nommée The Dog Company. Parmi eux, un certain Peter Atkins, qui n'est autre que le futur scénariste de Hellraiser 2, 3 et Bloodlines, ainsi que Doug Bradley, qui deviendra l'icône même de cette saga, je veux parler bien sûr de Pinhead. Coucou. C'est en 81 que Barker partagea ses premières nouvelles à la troupe, des textes courts ayant pour but principal de divertir l'équipe lors des trajets et des tournées. Ce seront là les bases de ses premières publications nommées les Livres de Sang, anthologie de nouvelles éditée en 6 volumes entre 1984 et 1985. C'est à propos de ces recueils que Stephen King dira « J'ai vu le futur de l'horreur et son nom est Clive Barker ». Citation pas du tout réutilisée à outrance pour tous les projets que Barker sortira ensuite. Quitte à mettre à tout prix une citation de King, essayez au moins de varier, bordel. Par exemple, en lisant Clive Barker, j'ai ressenti ce qu'avait dû ressentir Elvis en voyant les Beatles chez Ed Sullivan. Ou il y a encore celle-là, Clive Barker se lie avec le livre dans une main et un sac à vomi dans l'autre. Suite à un très bon accueil critique ainsi que de bonnes ventes, Barker continuera sa lancée avec le roman Le Jeu de la Damnation, sorti en 85, et la courte histoire The Hellbound Hearts, publiée dans le 3e volume de la série d'anthologie Night Vision en 86. Cette histoire de prêtre sadomasochiste sera rééditée seule en 88 suite au succès du premier film en salle. Il est dit à plusieurs reprises dans les making-of et le documentaire sur le premier film que Barker a écrit l'histoire du bouquin avec l'idée d'en faire un film. Et justement, ça tombe bien. Avant de se lancer dans ce projet, Barker avait réalisé 2 courts-métrages en sa jeunesse, nommés Salome ou Salomé et The Forbidden, courts-métrages que je recommande chaudement si comme moi vous n'êtes pas cinéphile et n'avez jamais visionné de choses expérimentales. Un sacré dépucelage. Il écrivit aussi 2 scénarios pour le cinéma qui furent réécrits sans l'en avertir et produits avec des budgets dérisoires. L'un donnera Transmutation en 85 qui selon l'auteur est le pire film jamais réalisé. Le second sera une adaptation de sa nouvelle How Hell Rex, le monstre de la lande, sorti en 86, film présenté par les producteurs comme les Dents de la Terre. Le monstre du film étant qualifié par Barker de Peggy la cochonne avec un treillis en lambeaux. Quand même. C'est en 86 que la production et la réalisation de Hellraiser démarra réellement. Adapté et réalisé par Clive Barker, accompagné par Christopher Figg qui débutait sa carrière de producteur, et supervisé entre autres par Tony Randall qui participa aussi au montage du film. Le projet devait être financé par la New World et Virgin Productions avant que cette dernière se retire et laisse à nos comparses la joie de négocier avec cette première afin d'acquérir un budget de 900 000 livres. Le film se tournera alors pour la plupart des scènes dans une maison de location avec quelques décors et un casting restreint. Étant néophyte sur la réalisation d'un projet d'une telle ampleur, il fut épaulé entre autres de Robert Vingen, directeur de la photographie, Richard Marden, le monteur du film, ainsi que de toute l'équipe dont il prenait en considération les idées, conseils et propositions. Bob Keane et toute une équipe de jeunes talents ont réalisé les effets spéciaux et maquillages du film. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est plutôt réussi avec par exemple Franky Corché, qui d'après moi, passe encore très bien à l'écran aujourd'hui. La composition de la bande-son fut d'abord proposée au groupe de rock industriel Coil, qui étaient des amis à Barker. Mais n'ayant jamais composé pour un film, la New World préféra la confier au compositeur Christopher Young, qui avait déjà travaillé pour eux sur plusieurs longs métrages. A noter que cette BO non utilisée est tout de même sortie en album et contient des démos du projet. Contrairement aux traditionnels synthétiseurs de l'époque, Young opta pour une bande-son avec un véritable orchestre. Une démarche qui payera car la musique reste tout aussi culte que le film. Enfin, après la fin du tournage, la New World a demandé à redoubler certains acteurs afin de gommer leur accent britannique pour l'exploitation du film aux États-Unis. Ce qui veut dire que même si vous regardez le film en VO, certains acteurs seront doublés. Dommage. L'histoire démarre quand l'on retrouve Frank Cotton, interprété par Sean Chapman, acquérant la configuration de Le Marchand, aussi appelée configuration d'Elamant dans les films. Comme dans le livre, Frank nous est présenté comme un homme ne vivant qu'à travers ses expériences sexuelles et ne pouvant assouvir cet appétit, ce qui explique son acquisition du cube vendu par un certain Kircher, afin de rencontrer les théologiens de l'ordre de l'entaille et de découvrir de nouveaux plaisirs redéfinissant ses paramètres de sensation. Autant vous dire que l'entrevue se passe pas très bien et que Frank est amené dans le monde des Cénobites. On nous présente visuellement 2 de ces créatures, une femme Cénobite, jouée par la cousine de Barker, Grace Kirby, ainsi que Doug Bradley dans le rôle du leader.
Dans le roman, les Cénobites nous sont présentés comme des êtres asexués. On peut même y lire une description du Cénobite ressemblant à Pinhead qui, je cite, elle avait, au contraire de son compagnon, la voix aiguë, haletante, évoquant une jeune fille surexcitée. Le film élut toute une scène d'échange avec Frank, ainsi que des tortures qu'il subit. En plus d'être pas nécessaire, la scène aurait été trop graphique pour passer à l'écran. Barker fit ce choix en expliquant qu'il souhaitait démarrer le film avec des images courtes et violentes, afin que le spectateur s'interroge sur ce qu'il venait de voir. Après cette introduction dans le vif du sujet, nous retrouvons Rory, nommé ici Larry, joué par Andrew Robinson, connu entre autres pour ce rôle de Scorpio dans l'inspecteur Harry, ainsi que sa femme Julia, jouée par Claire Higgins, qui refusa 2 fois le rôle avant de l'accepter. Elle est le personnage moteur de l'intrigue, se faisant voler ce rôle dans les 2 derniers actes par Kirsty, jouée par Ashley Lawrence, jeune actrice qui débutait sa carrière au cinéma avec ce film. Kirsty, qui si dans le roman était une petite femme secrètement amoureuse de Larry, devient ici sa fille de son précédent mariage. Le couple souhaite s'installer dans cette maison qui est un héritage familial et découvre que Frank y a vécu dernièrement. Le film comme le roman nous font part du lourd secret que porte Julia. Juste avant son mariage, Frank était réapparu et coucha avec elle. Sans jamais s'en être vraiment remise, on comprend que cette expérience lui resta gravée en mémoire et que le trait terre-à-terre Larry lui semblait bien fade à côté de son bad boys de frangin. C'est en parallèle de cette scène de réminiscence que Larry se blesse en montant le lit nuptial, les gouttes de sang tombant sur le sol permettant à Frank de s'enfuir du monde des Cénobites. Ainsi nous est introduit une des meilleures, si ce n'est la meilleure scène du film, la résurrection de Frank. Absente du montage original, la New World aurait demandé à l'équipe de l'inclure au long métrage, prétextant qu'il manquait un chapitre à cette histoire. Une marionnette à moitié emmurée dont les expressions faciales étaient réalisables grâce à des câbles fut utilisée. Mais l'équipe jugea l'ensemble trop cheap et optèrent pour plusieurs marionnettes avec différents mécanismes pour chaque plan, ainsi qu'un mannequin en cire qu'ils fondirent et remontèrent à l'envers afin d'avoir un effet de recomposition. La scène est accompagnée par une bande-son de qualité digne d'une valse funèbre qui finit de rendre la scène envoûtante tout en étant surréaliste et dégueulasse. Pendant ce temps-là, du côté de la famille Cotton, Julia se fait sacrément chier lors de la pendaison de crémaillère et prétexte d'être fatiguée pour échapper à la fête. Et il y a aussi Kirsty qui tombe sous le charme d'un gars faisant un tour de magie. Wow! À l'étage, Julia découvre le bébé Frank dans le grenier. J'ai pas inventé ce nom, c'est ainsi qu'il est nommé dans les documentaires, ainsi que le making-of. D'ailleurs pour les gros plans il est joué par Oliver Smith, et pour les plans larges il est joué par un enfant de 10 ans. J'ai rien à ajouter. Après être restée assez discrète pour ne pas se faire entendre par la réunion juste en dessous, elle lui promet de lui fournir du sang afin qu'il retrouve sa forme humaine. Au passage, putain qu'est-ce qu'il est beau ce plan! Signalons qu'en rentrant chez elle avec son nouveau petit ami, Kirsty croise la route d'un étrange homme nommé le Vagabond par l'équipe du film. Celui-ci apparaissant régulièrement tout le long du métrage, sa véritable nature nous sera révélée lors de sa 3e apparition. Cette nuit-là, Kirsty fait un mauvais rêve dans une scène assez surréaliste qui est un hommage à Dario Argento, scène que j'apprécie particulièrement pour son atmosphère. De retour dans la réalité, Larry travaillant la journée, Julien en profite pour séduire des hommes et les ramène à la maison afin de les offrir en pâture à Frank. Cette première victime est l'occasion de nous offrir un angle rarement évoqué lorsqu'on parle du film, le côté burlesque de certaines scènes. Dans celle-ci, Larry rentre du boulot, ce qui met Julia dans la panade en l'obligeant à planquer le cadavre du malheureux en vitesse comme si elle cachait son amant. Je m'autorise ce moment pour souligner la prestation de l'actrice Claire Higgins qui, je trouve, se détache le plus du casting. Son évolution dans son attitude tout le long de la reconstitution de Frank étant absolument géniale. Après une seconde victime, Frank nous fait de l'exposition en expliquant à Julia ce qui lui est arrivé. Il nous explique que les créatures de l'introduction se nomment les Cénobites et qu'ils l'ont emmené dans leur monde via le cube afin de lui faire subir des supplices extrêmes lui offrant une nouvelle définition du plaisir. Dans le livre, beaucoup plus d'éléments nous sont donnés et installent les premiers pans de la mythologie de la saga. On nous explique que la boîte n'est pas unique, qu'une d'entre elles se trouve dans un coffre au Vatican, qu'une autre sous forme d'exercice d'origami aurait été en possession du marquis de Sade, qui l'aurait échangé contre du papier à un gardien pour écrire les 120 jours de Sodome, qu'il y a des traces de son existence dans les journaux de bord de Gilles de Rais de Bolingbroke, et enfin que Philippe le Marchand, fabricant d'oiseaux chantants, en aurait fabriqué une sous forme de boîte à musique. En plus de tous ces éléments qui, il faut le dire, ouvrent la porte à plein d'histoires sur une ligne temporelle assez large, il nous est aussi décrit le moyen qu'ont les malheureux pour se libérer de leur supplice éternel. Une fois dans le monde des Cénobites, les prisonniers ont une vue sur le lieu où ils ont résolu l'énigme du cube. Une faille existe, leur permettant de s'enfuir. Il suffit que la victime ait laissé assez de traces d'eux-mêmes pour se reconstituer à partir de celle-ci. Dans le cas de Frank, c'est son sperme mort sur le sol ayant pris contact avec le sang de son frère. Les Cénobites ne pouvant aller dans le monde des humains seulement par l'intermédiaire de la boîte, ils ne peuvent pas le rattraper.
Après cette exposition et une scène où Frank est sur le point d'être découvert dans le grenier, Larry demande à sa fille de devenir la confidente de Julia, qu'il trouve changée et mal en point. Manque de bol, celle-ci se pointe au moment où Julia fait rentrer une nouvelle victime dans la maison. Croyant être témoin d'un adultère, Kirsty se retrouve face à son oncle qui lui fait part du désir qu'il éprouve pour elle. La scène étant déjà glauque dans le livre, elle n'en devient que plus malsaine avec le lien familial liant les deux personnages. Sur le point de se faire violer, la jeune fille ne se dégonfle pas et parvient à repousser son oncle avant de s'enfuir en possession de la boîte. Étant sous le choc et à bout de force, elle finit par s'évanouir. Elle se réveille dans un hôpital et fait mumuse avec la boîte, ce qui ouvre un passage vers la dimension des Cénobites. On peut y entendre les pleurs d'un bébé, les mêmes que lors de la scène de rêve vue précédemment, et là, une chose apparaît et c'est l'ingénieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans le roman, il est sous-entendu qu'il dirige les Cénobites et est décrit comme une silhouette flottante dont la tête, cône de flamme blanche, dégage dans le noir un vif éclat. Un genre de pyramide head en plus soft et lumineux, quoi. Là, on a le droit à une grosse bébête difforme, et non, je me suis pas trompé, cette bête est bien désignée par le nom de l'ingénieur dans les bonus du film, ainsi que le documentaire. Je bouderai pas ce choix non plus car il nous aura au moins permis d'avoir un leader des Cénobites bien plus hypnotisant et énigmatique dans le second film. Et puis son plan d'introduction, il est pas mal. Bref, la bestiole poursuit Kirsty et on peut voir sur certains plans le chariot poussant la bête. Ça valait le coup de changer son design pour ça. Elle arrive à regagner la chambre et le chemin se ferme derrière elle. Mais les Cénobites apparaissent et veulent la prendre avec eux. C'est l'occasion pour nous de découvrir deux nouveaux Cénobites, avec Shatterer joué par Nicolas Vince et Butterball joué par Simon Bamford, acteur qui jouera dans d'autres adaptations d'œuvres de Barker. Kirsty leur propose d'échanger son âme contre celle de Frank s'étant échappé. Les Cénobites n'ont pas l'air au courant que leur système de sécurité en enfer n'est pas au point. Au même moment, Julia fait part à Frank de son inquiétude à voir Kirsty revenir avec la police, il la convainc alors de prendre la peau de ce pauvre Larry afin de s'enfuir. Kirsty débarque à la baraque, mais il est déjà trop tard. Elle découvre que son père n'est autre que son oncle grâce à une réplique que Frank a prononcée lorsqu'il a tenté de la violer. Come to Daddy. Oh my God. En essayant de s'emparer d'elle, il tue Julia par inadvertance et nous prouve qu'il s'en servait depuis le début en se nourrissant d'elle. Sur le point de se faire attraper, elle parvient à lui faire avouer sa véritable identité, ce qui entraîne l'apparition des Cénobites et le condamne de nouveau au plaisir de la chair made in Cénobitland. This isn't for your eyes. Mais ils n'ont pas pour autant renoncé à Kirsty, et comme énoncé dans le roman par le Cénobite dans l'hôpital, même par accident, celui ou celle ayant résolu l'énigme du cube doit être emporté dans leur monde. Donc bagarre, enfin plutôt démerde-toi comme tu peux. Dans sa fuite, elle retrouve Julia couchée sur un lit en compagnie du cube, et au vu de son état, elle a sûrement servi d'apéritif à un Cénobite. Dans le bouquin, Julia a eu la force d'enfiler sa robe de mariée et est momentanément contrôlée par l'ingénieur. Elle récupère le cube et arrive à renvoyer les Cénobites dans leur dimension, le roman se concluant sur la fuite de Kirsty de la maison et de la remise du cube par l'ingénieur, devenant malgré elle sa gardienne. Le film quant à lui se poursuit avec une dernière séquence où elle essaye de détruire l'objet à l'aide d'un feu. Là, le vagabond apparaît, récupère le cube et dévoile sa véritable nature, celle d'un démon ailé à tête de tapir cornu. Celui-ci s'envolant avec, laissant nos deux compères seuls. Le film se concluant sur une nouvelle potentielle victime voulant acquérir le cube. Et c'est la fin. Enfin pour le moment. What's your pleasure, sir? Comme énoncé tout le long, Barker a effectué des modifications dans son histoire et des simplifications afin que le film soit accessible pour tous, sans pour autant oublier d'installer son univers et ses différentes thématiques. Le film nous présente une histoire familiale où se mêlent incompréhension, infidélité, secret et tendances incestueuses. Julia et Kirsty, qui sont deux femmes dont leur âge et leur expérience de la vie les différencient, mais en fait tout de même des objets de désir pour leur entourage. Julia est la femme de Larry, et est convoitée par Frank. Quant à Kirsty, elle est embrassée par son père sur la bouche en début du film, et Frank cache à aucun moment le désir sexuel qu'il éprouve pour elle, avec sa fameuse réplique. Come to Daddy. Barker nous présentant les scènes toujours de manière neutre, comme les Cénobites qui n'ont que faire de ce que sont les individus, qui les emmèneront en enfer quoi qu'il arrive. L'échelle des valeurs étant inversée avec les humains, Frank et Julia en tête, devenant les véritables monstres et antagonistes du film, alors que les Cénobites ne sont que spectateurs des événements, ne reprenant leur rôle de prédateurs qu'à la toute fin du récit.
Monstruosité qui sera réabordée dans la suite, ainsi que les comics, mais nous en reparlerons une autre fois. Sinon, le film se présente comme une boucle, en témoigne le premier plan et dernier plan du film, de la naissance à la mort, à la renaissance et à la mort de nouveau, du sperme de Frank sur le plancher lui permettant de revenir sous la forme d'un fœtus, dans une pièce qui devait être la chambre à coucher du couple, mais qui est ressentie par Julia comme un utérus mort, une matrice abandonnée. L'ironie voulant que son lieu de renaissance sera aussi le lieu de sa mort, 2 fois. Un éternel recommencement tant que le cube sera recherché dans notre monde et que des personnes avides de savoir ne l'ouvrent sans connaître les horreurs qui se déchaîneront sur eux. Enfin, on peut y voir une évocation de la religion avec le nom hiérophante utilisé dans le livre pour désigner Pinhead et sa bande. Ce terme datant de l'Antiquité désigne les prêtres présidents au mystère d'Élévis, expliquant aux initiés les mystères du sacré concernant entre autres Déméter, Perséphone, Hadès et Dionysos. A noter que ce nom est aussi utilisé dans d'anciens jeux de tarot anglais pour une carte généralement traduite par le pape en français. Et en parlant de pape, le christianisme lui aussi est plus qu'évoqué avec ses moines des enfers nommés cénobites qui vivent en communauté, les différentes icônes mises dehors lorsque le couple emménage dans la maison, nous faisant comprendre que le lieu ne bénéficie plus de la protection divine. Le titre du film en France, Le Pacte, faisant écho aux vœux de mariage qui sont clairement évoqués lors d'un dialogue entre Frank et Julia. For better, for worse. Et définissant le marché que font les personnages en ouvrant la boîte. Ou encore les clous faisant verser le sang de Larry, entraînant la résurrection de son frère et l'arrivée du prêtre des enfers portant sur son visage ces mêmes outils ayant servi à fixer le Christ sur la croix pour au final mener à la crucifixion de Frank, prononçant le verset le plus court de la Bible. Jesus wept. Enfin, le film sortit en 1987 et fut un succès, le personnage du leader de Cénobites nommé plus tard Pinhead devenant très vite culte malgré les réticences de Barker. Un succès bien mérité pour un film honnête, avec des acteurs et une équipe investie, nous présentant un univers fascinant qui ne demande qu'à être développé. Même si j'ai donné l'impression de défoncer le film sur certains passages, il reste un de mes films préférés et sans doute le meilleur film de la franchise. Tout cela entraînera la mise en chantier d'une suite évoquée avant même la fin du montage du premier film, une suite qui ne tardera pas à devenir réalité, mais ça, ce sera peut-être pour une autre fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avant de vous quitter, je souhaitais vous parler des différentes éditions de l'œuvre. Si la longue nouvelle vous tente, vous avez le choix entre 3 éditions françaises. La première, en format poche, chez Folio, avec une belle couverture par Bastien Lecouve des Armes, désolé si j'écorche le nom. Si vous préférez un plus grand format, vous avez le choix entre 2 éditions chez Brajlon. La première sortie en 2006, format souple, couverture floue. Clairement, je vous recommande plutôt de vous jeter sur l'édition sortie en 2018, édition collector plus grand format, couverture rigide, avec dorure en relief, et il n'y a pas la citation de King sur le livre. Alléluia. En plus de la nouvelle éponyme, on a une préface revenant sur la carrière en littérature de Barker, ainsi qu'un entretien croisé datant de 2015 avec Barker et Peter Atkins. Un must-have pour tout fan. Pour le film, il est ressorti en version remasterisée chez ESC, dispo en DVD et Blu-ray, vous avez le droit au film, ainsi que pas mal de bonus dont les commentaires audio de Barker, des making-of et des documents promotionnels de l'époque. Il existe un steelbook du premier film, mais attention vous n'avez pas la VF dessus, ni de sous-titres. Un documentaire nommé Léviathan est aussi sorti en Blu-ray et en DVD chez ESC, il contient les 3 parties revenantes sur la genèse de la trilogie, un must-have pour tous les fans. Si c'est la BO en support physique qui vous intéresse, elle est disponible en CD et en vinyle, elle a même été remasterisée et est vendue seule ou en bundle avec celle du second volet. Ici c'est l'édition de 87. Si vous voulez écouter la BO non utilisée par Coil, elle est trouvable sur YouTube. Par contre si vous voulez l'obtenir en format physique, préparez-vous à débourser une quarantaine d'euros minimum, dispo en CD et en vinyle. Enfin, pour les plus complétistes d'entre vous, Lumivision a édité le script en format souple, c'est tout en anglais et vous avez quelques dessins préparatoires sur le film signé Barker en bonus. C'est pas un indispensable, mais c'est toujours sympa. Voilà, nous en avons terminé, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous recroiser pour le second volet, et d'ici là, prenez soin de vous, et à la prochaine, salut!